Donc, ce midi, au menu du jour, donc on va passer au travers de quelques petites thématiques. La première qu'on va regarder ensemble, c'est les algues bleu-vert, aussi appelées cyanobactéries. On va regarder quelles sont les principales espèces exotiques envahissantes, certaines connues, d'autres moins connues. Je vais essayer de vous parler de certaines espèces peut-être dont vous avez moins entendu parler. Et on va terminer avec quelques créatures étranges de nos lacs, qui ça devrait vous intéresser. Donc, en commençant avec les cyanobactéries, qu'on appelle aussi les algues bleues ou algues bleu-vert. Donc, vous allez voir que certaines photos, il y en a qui sont plus frappantes que d'autres. D'abord, ce qu'il faut comprendre avec ces organismes-là, les cyanobactéries, c'est que ce sont des organismes qui sont là depuis presque le début de la vie sur Terre, donc des bactéries qui sont naturellement présentes dans tous les lacs au Québec, sans exception. Donc, c'est une espèce qui est normalement présente. Par contre, elle peut causer des problèmes quand il y a une surabondance de ces organismes-là. On va regarder un peu comment tout ça fonctionne, mais je vous mets ici une photo d'un endroit que je n'aimerais pas exactement c'est où, mais c'est en Abitibi, donc ça ne concerne pas les lacs de la région ici. Mais c'est quand même un des endroits où j'ai vu une fleur d'eau, une surabondance de cyanobactéries la plus forte, moi en tout cas que j'ai vue. On voit même là, une espèce de croûte là, verdâtre qui a l'air de la peinture là, sur la plage qui a été laissée par les vagues au cours de la nuit. Donc c'est assez impressionnant. Puis ça peut se passer, ce phénomène-là, de façon un peu imprévisible sur beaucoup de lacs de la région, là, sur notre territoire. Alors, les cyanobactéries, c'est à mi-chemin entre les bactéries qui sont parmi les organismes les plus anciens puis les plus simples qu'on connaît sur Terre. C'est des organismes qui sont microscopiques. Mais la particularité des cyanobactéries, c'est qu'elles sont capables de faire de la photosynthèse, un peu comme les plantes ou les algues. Donc, elles sont capables d'aller chercher l'énergie du soleil pour fabriquer leur propre nourriture là, sous forme de sucre. Donc, c'est une espèce de maillon là, qui est entre les bactéries habituelles, si on veut, et les plantes. Elles peuvent prendre différentes teintes ou différentes couleurs. C'est pour ça qu'on dit bleu-vert, là, parce que ça peut quand même jouer sur certaines teintes. Même parfois, là, on peut en avoir qui vont aller vers le violet ou le rouge, mais c'est extrêmement rare. La très vaste majorité des cas au Québec, on parle toujours de vert ou de bleu-vert. Comme je disais, c'est des espèces qui sont naturellement présentes, mais qui peuvent proliférer énormément, dépendamment des conditions qu'on va retrouver, entre autres, dans nos lacs. L'élément qui est le plus susceptible là, de causer une prolifération, c'est le phosphore, parce que c'est un élément qui est très rare dans les lacs naturellement. Et avec les activités humaines, le phosphore, qui est un peu un engrais, si on veut, va faire en sorte que les plantes et les cyanobactéries vont pouvoir se développer à vitesse grand V dans une condition qu'on ne retrouverait pas nécessairement en milieu naturel. Donc, il faut retenir un peu que si on met de l'engrais ou qu'on envoie beaucoup de terre ou de particules de sol dans un lac, ce qui fait pousser les plantes sur Terre, c'est la même chose qui va faire pousser les algues ou les plantes dans un lac. Donc, il faut absolument éviter d'engraisser, entre guillemets, nos lacs là, avec des éléments nutritifs comme le phosphore. Ce qui est intéressant avec les cyanobactéries, c'est qu'elles ont un cycle, disons, selon la période de la journée. On les retrouve particulièrement le matin, pas nécessairement, mais elles sont plus facilement visibles le matin souvent parce que au fur et à mesure que la journée va passer, elles vont faire de la photosynthèse, donc elles vont, avec le soleil, elles vont se constituer une réserve de sucre. Puis, c'est des organismes qui sont tellement petits que juste le fait qu'elles ont de plus en plus de sucre en elles, elles vont caler
puis vont avoir tendance à descendre dans l'eau du lac. Alors que durant la nuit, elles vont manger le sucre qu'elles ont accumulé. Et ça va les faire flotter. C'est pour ça que juste après la nuit, le matin de bonne heure, on a comme des conditions où on est en tout cas, c'est plus facile de les voir souvent le matin parce qu'elles vont être près de la surface. Puis durant le reste de la journée, elles vont avoir tendance à caler un petit peu. Puis là, on les perd. Elles ne sont jamais très loin de la surface, mais on les perd un petit peu. Ça peut être plus difficile de les voir. Donc, vous avez quelques exemples. Je vais vous montrer plusieurs photos de ce à quoi ça peut avoir l'air, ce qu'on appelle une fleur d'eau de cyanobactéries. Soit ça ressemble à vraiment une espèce de peinture qui flotte à la surface, ou ça peut être aussi plus ce qu'on appelle la soupe au brocoli. Là. Donc, l'eau est vraiment chargée, très, très colorée, un petit peu plus en profondeur. Les cyanobactéries, normalement, c'est invisible à l'œil nu en réalité. Euh, il faut qu'il y en ait vraiment beaucoup pour avoir un changement de couleur. C'est à ce moment-là qu'on les voit quand elles sont très, très nombreuses. Autrement, individuellement, on n'arrive pas vraiment à les voir dans des conditions standards là, où on n'a pas une prolifération. Si vous êtes capable de prendre dans vos doigts l'algue, là, comme on voit sur la photo de droite, c'est parce que ce n'est pas des cyanobactéries, c'est vraiment des algues, ce qu'on appelle des algues filamenteuses. Donc, on n'est pas capable de prendre dans nos mains là, des cyanobactéries. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'eau, puis qui flotte, qu'on n'est pas capable de saisir. Pourquoi c'est problématique quand on a énormément de cyanobactéries, puis qu'on a une fleur d'eau qui est visible? C'est que les cyanobactéries émettent des toxines. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il n'y a pas toujours des toxines qui sont libérées, mais ça peut arriver que certaines fleurs d'eau vont émettre des cyanotoxines. C'est un mécanisme de défense que les bactéries utilisent. Et à ce moment-là, les toxines, ben, ça peut amener différents problèmes là, au niveau du foie ou du système nerveux ou encore de la peau. Donc, il faut absolument éviter le contact, là, la baignade, éviter le contact avec les cyanobactéries, puis surtout éviter de boire l'eau là, qui est dans une fleur d'eau. Presque chaque année, là, il y a des cas de chiens, par exemple, là, qui vont être malades parce que justement, ils boivent une eau qui est contaminée avec les cyanobactéries. C'est déjà arrivé même qu'il y a eu des cas de décès là, reliés à ça. Donc, il faut quand même prendre au sérieux ce phénomène-là. Puis, c'est important de mentionner que même bouillir l'eau ne détruit pas la cyanotoxine. Donc, il faut vraiment laisser du temps au phénomène de disparaître. Puis, il faut éviter de boire l'eau ou de prendre sa douche là, pendant qu'il y a une fleur d'eau. C'est important. Là, on sait qu'il y a des gens qui puisent l'eau du lac là, pour leur douche ou même pour boire. Là. On sait que ce n'est pas recommandé, mais il y en a qui le font. Donc, il faut être vigilant puis éviter absolument de boire de l'eau là, qui serait puisée dans un secteur où il y a des blooms ou des fleurs d'eau de cyanobactéries. Évidemment, ça peut aussi être accompagné d'odeurs, puis c'est sûr que esthétiquement, c'est pas très intéressant, là. Même ça peut être assez impressionnant. Mais la principale problématique, c'est vraiment une problématique de santé là, pour la baignade ou la consommation. Et quelques photos. Donc ici, vous voyez, c'est un peu plus le style peinture. On voit qu'elle est assez pâle, celle-là. Mais on peut avoir là, ce que je vous parlais tout à l'heure, plus soupe au brocoli. Là. Vous voyez que là, c'est un petit peu plus chargé, puis on a du vert assez presque fluorescent. Donc, c'est assez évident dans ce cas-ci. Donc, d'autres exemples. Si on le voit, là,
la couleur vraiment verte, là, très fluo là, de l'eau sur le bord. Mais évidemment, avec les reflets du soleil, des fois, ça peut être un peu trompeur, on peut perdre. Puis vous voyez, dans les cas les plus extrêmes, là, il peut se former une espèce de croûte sur la plage quand les vagues viennent frapper. Ça peut laisser quelque chose d'assez impressionnant. Là, si vous voyez ça sur une plage le matin, posez-vous des questions. Quand vous voyez une couleur aussi verte que ça ou aussi bleue que ça, il faut faire attention. Vous voyez que d'ailleurs, les gens se baignent là-dedans. Là, c'est vraiment pas recommandé. Donc, encore différents types. Celle-là est assez impressionnante. Là. Ça me fait penser un peu à des fois des images qu'on voit de Yellowstone ou des endroits où il y a des geysers, là, parce qu'on a un dégradé de couleur. Puis on voit un peu de rouge. On parlait là, tantôt que ça peut arriver que certaines fleurs d'eau de cyanobactéries soient rougeâtres. Ben là, on voit ici qu'on a un dégradé de beaucoup de couleurs. Là. C'est assez rare qu'on voit ça, mais dans ce cas-ci, on avait quand même toute une floraison de cyanobactéries cette fois-là. Là. Les cyanobactéries, là, c'est très rare que ça va atteindre une grande portion du lac en même temps. En général, ça va être localisé dans une baie, dans un petit secteur. Il faut être vigilant, c'est pas parce qu'on a un très bon lac avec des très bons résultats, par exemple du RSVL, là, le réseau de surveillance volontaire des lacs. On peut avoir un très bon lac, mais ça n'empêche pas que localement, il peut y avoir des petites problématiques dans une baie ou dans un endroit où il y a des chalets. Ou des fois à l'entrée aussi d'un ruisseau là, qui pourrait apporter des, des rejets agricoles ou des rejets plus urbains. Ça peut très bien arriver qu'on a ce genre de choses. Et là, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais moi, j'ai déjà entendu parler que dans un lac 100% naturel, dans le nord du Québec, il y avait des cyanobactéries. Puis je vous dis, oui, ça se peut. C'est très possible. C'est pas fréquent, mais il peut arriver que même dans des lacs vraiment naturels où il n'y a pas d'activité humaine, il n'y a pas de problématique, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec des cyanobactéries. Des fois, c'est dû à un barrage de castor qui a cédé. Ça peut arriver qu'on a un ruisseau où il y avait un barrage de castor qui retenait beaucoup de nutriments, beaucoup de sédiments. Puis là, à un moment donné, le barrage arrache. Puis tout d'un coup, on a beaucoup d'éléments nutritifs qui arrivent dans le lac. Puis ça peut arriver qu'on ait une floraison de cyanobactéries. C'est ce genre de phénomène qui peut arriver. Souvent, quand on a un printemps un petit peu plus venteux aussi, c'est des bonnes conditions parce qu'à ce moment-là, on brasse le fond, puis ça permet au phosphore de retourner dans l'eau. Et les cyanobactéries peuvent alors utiliser ce phosphore-là. Autrement, les cyanobactéries aiment bien les températures chaudes. Donc, le cocktail un peu parfait, c'est un printemps très venteux, suivi d'un été très chaud. Ça, c'est un peu les meilleures conditions là, pour avoir des fleurs d'eau comme ça. Donc, à surveiller sur votre lac cet été, les cyanobactéries. Et là, on va passer à un deuxième type de problème, les espèces exotiques envahissantes. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Les cyanobactéries, c'est un phénomène qui est naturellement présent dans nos lacs. C'est des espèces qui sont naturellement là. Mais on a aussi des visiteurs étrangers qui viennent souvent d'Asie, d'Europe, d'autres régions, puis qui viennent compétitionner avec la flore ou la faune locale. Donc, évidemment, la première espèce, on ne peut pas passer à côté, le fameux Myriaphile aepi qui a fait les manchettes depuis plusieurs années et qu'on retrouve dans au moins une vingtaine de lacs là, dans notre région. Et presque à chaque année, on a un nouveau lac qui s'ajoute à cette triste liste-là. Là. C'est vraiment l'espèce qui est la plus médiatisée, puis avec raison, parce qu'elle change énormément la qualité des lacs une fois qu'elle s'implante.
C'est une plante qui est originaire d'Europe et d'Asie, qui a été introduite dans nos lacs principalement. En fait, l'origine, c'est surtout la voie maritime du Saint-Laurent, donc des grands navires qui arrivent dans le fleuve. Et à partir de là, ben, elle est transportée de lac en lac par les embarcations le plus souvent. Ça pourrait aussi avoir été introduit par des aquariums parce que c'était une plante qui était vendue quand tu achetais un poisson rouge, mettons. Là, il y avait des fois du myriophylle AIP qui venait avec. Puis les gens rejetaient ça dans le lac à côté de chez eux. Donc, ça peut être une combinaison d'un peu de différents facteurs. Mais une fois qu'elle est présente, ça peut changer assez radicalement là, l'état d'un lac. Donc, vous voyez ici l'apparence générale d'un herbier. C'est une plante qui est quand même assez facile à identifier au premier coup d'œil. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des myriophylla indigènes. Donc, il faut quand même avoir des petits trucs pour bien l'identifier et être certain que c'est le myriophylle AIP et non pas des myriophyles qui sont au Québec naturellement. Donc, ici, vous avez une diapo où on montre les principales caractéristiques pour l'identifier. La première caractéristique en haut à gauche, bien, vous voyez que c'est toujours, en tout cas presque toujours, là, des feuilles en groupe de 4 qui sont sur le même plan, donc à l'horizontale. Ça ressemble un peu à une hélice. On a 4 pales, si on veut. Et entre chacune des rangées de feuilles, bien, on va avoir normalement au moins 1 centimètre et plus entre chacune des rangées de feuilles. On a aussi toujours plus que 12 paires de folioles qu'on appelle. Fait que si vous regardez une feuille, vous voyez que ça ressemble à une plume. Puis la plume est composée de paires de folioles, donc de ramifications. Et le myriophylle en a toujours plus que 12 paires. Par contre, pour être certain que c'est bel et bien du myriophylle AIP, il faut qu'il y en ait plus de 14. À ce moment-là, on est certain que c'est le myriophylle AIP. À partir de 15 en montant, si vous comptez des feuilles, vous regardez les folioles, le nombre de paires de folioles sur la feuille en forme de plume, et que vous arrivez à 15 et plus, là, on est certain que c'est le myriophylle AIP. Par contre, ça ne veut pas dire que toutes les feuilles vont avoir plus que 15, mais si vous en trouvez qui en ont plus que 15, vous êtes certain que vous avez affaire au myriophylle AIP. Si vous trouvez aussi là, normalement le myriophylle AIP, là, vous allez voir qu'entre les rangées de feuilles, vous avez quand même une bonne distance. Là. Normalement, c'est plus qu'1 centimètre, assez facilement visible. Et là, ça vous donne une très bonne indication aussi que c'est le myriophylle AIP. Le myriophylle indigène, ça ressemble à quoi? Ben, vous avez quelques espèces, puis vous voyez que c'est quand même assez différent parce que, premièrement, il y a très peu d'espace entre les rangées de feuilles, là, sont très, très, très collées. Puis, il y a beaucoup moins en général de folioles. Donc, la petite plume, là, la feuille en forme de plume, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de ramifications. Il y en a quelques-unes. En général, pas mal moins que le myriophylle AIP. C'est un peu la meilleure façon de les distinguer, là, la distance entre les rangées de feuilles et le nombre de folioles qui est beaucoup plus réduit pour les myriophylla indigènes. Et évidemment, si vous avez un lac où vous n'avez jamais vu de myriophylle, il n'y a jamais eu de plantes aquatiques là, puis tout d'un coup, il y en a énormément, puis il y a une prolifération monstre, c'est pas mal sûr que c'est le myriophylle AIP. Parce que les myriophylla indigènes ne deviennent pas complètement envahissants en l'espace d'1 an. Normalement, ils auraient déjà occupé le territoire qu'ils auraient occupé dans le lac. Donc, d'autres photos ici, l'apparence générale. Le myriophylle, lui, à la fin de l'été, il va commencer à avoir des tiges qui vont flotter à la surface. Puis les tiges vont aussi se fragmenter, puis vont pouvoir à ce moment-là aller un peu partout dans le lac au gré du vent puis des courants. Et chaque petit morceau de myriophylle peut donner une nouvelle colonie. Donc c'est pour ça que c'est très important d'éviter d'aller en bateau là-dedans puis de fragmenter parce qu'on aide sa propagation, évidemment, quand on fait ça.
Mais il faut garder à l'esprit aussi que le myriaphile par lui-même se fragmente. Donc, il va quand même générer des fragments, même si on ne circule pas dans les herbiers, là. Mais évidemment, c'est quand même une bonne pratique d'éviter ces secteurs-là en bateau. Vous avez d'autres photos en plongée là, de ce que ça a l'air. Vous voyez bien l'étagement entre les feuilles. Alors ça, c'était pour le myriaphile à épi, qui est notre plante là, qu'on regarde le plus, mais il y en a d'autres qui sont moins connus, qui ont peut-être des impacts un petit peu moins grands, mais qu'on peut quand même observer puis être à l'affût pour voir s'il y en a dans notre lac. Il y a l'hydrocarite grenouillette, qui est ça ressemble à un tout petit nénuphar, vraiment tout petit, qui est en forme de cœur. On parle, c'est un peu plus gros, là, disons, qu'un 2 là, mais c'est quand même beaucoup plus petit qu'un nénuphar standard. Ça fait une belle petite fleur blanche. Et évidemment, comme c'était beau, c'était cultivé ça pour les jardins d'eau. Puis là, ben, ça a été relâché accidentellement dans la nature, puis on en retrouve maintenant dans plusieurs lacs. Nous, au Kobalé, on en a trouvé à Notre-Dame-de-la-Salette et puis à Bowman, entre autres. Donc, ça commence à se propager aussi, cette espèce-là. Fait que vous voyez un petit peu l'apparence générale, c'est tout petit et c'est une plante qui est flottante, donc elle est facile à observer. On la retrouve dans les secteurs qui sont peu profonds, puis c'est un tout petit cœur là, qui flotte à la surface. Ça semble être moins envahissant là, que le myriaphile à épi, puis avoir moins de problématiques, mais quand même, ça peut recouvrir passablement des cours d'eau aussi. Il y a aussi la châtaigne d'eau, pour l'instant, qui n'est pas répertoriée sur notre territoire, mais qui cause beaucoup de problèmes dans la rivière des Outaouais, dans le coin du Parc national de Plaisance, entre autres. Ça aussi, c'est une feuille qui est flottante et n'est pas du tout enracinée dans le sol. Elle va flotter et produire des grosses noix là, qui vont aller dans le fond finalement, ou en tout cas qui va se développer. Et ça, c'est très, très, très envahissant. Là, on en retrouve dans la rivière des Outaouais. Donc, il faut être à l'affût aussi, surtout les lacs qui sont en bordure là, de la rivière des Outaouais. Il faut faire attention, ça peut être apporté, cette espèce-là aussi, dans nos lacs. Si on va du côté des animaux, on a quelque chose qui est très, très préoccupant, qu'on appelle le cladocère épineux. C'est un petit crustacé qui est très difficile à voir, qui est vraiment minuscule. Vous allez voir des photos grandeur réelle. Évidemment, ici, c'est agrandi. Mais vous voyez que c'est un petit crustacé qui a une très grande queue en forme d'épine, justement, et qui va se proliférer dans les lacs. C'est originaire d'Asie, ça aussi. Et ça va proliférer à tel point que des fois, on peut même en voir qui sont agglutinés là, sur une ligne de pêche comme ça. Il peut y en avoir des milliers là, qui sont juste à pêcher puis à ramener une ligne de pêche. On voit des milliers de cladocères qui sont agglutinés sur une ligne. C'est un exemple un peu extrême, mais c'est quand même une possibilité d'en avoir autant. C'est une espèce qui est très problématique et elle est arrivée en Ontario il y a déjà plusieurs années. Puis maintenant, au Québec, elle est présente. D'abord, elle était présente dans la rivière Richelieu, au sud de Montréal. Et là, maintenant, on l'a répertoriée dans le lac Témiscamingue. Mais le lac Témiscamingue, c'est un peu la source de la rivière des Outaouais. Donc, on s'attend que cette espèce-là va descendre la rivière des Outaouais jusqu'à la région de Gatineau, Ottawa. Et puis, à partir de là, avec les plaisanciers, on pourrait très bien s'imaginer que cette espèce-là va être capable de remonter si il n'y a pas des mesures qui sont prises, là, comme le lavage des embarcations pour empêcher l'espèce de se propager. Vous voyez ici, grandeur réelle, comment c'est petit, là. C'est vraiment un animal minuscule. Qui est dans la famille du plancton. Donc, c'est un petit animal, mais qui peut bouleverser complètement la chaîne alimentaire là,
en faisant compétition aux espèces locales. Puis c'est une espèce que les poissons ne mangent pas vraiment. C'est parce que justement, avec sa queue en épine, c'est une espèce qui est plus difficile à manger et à digérer. Donc, il y a peu de prédateurs et donc il va se multiplier puis prendre la place des autres espèces. Puis même là, pour les humains, c'est une espèce qui peut être très désagréable là, puis qui peut s'agglutiner là, sur les surfaces où on voyait tantôt le fil de pêche, là. Donc ça, c'est une des espèces les plus préoccupantes là, qui pourrait très bien arriver dans nos régions prochainement là, si on ne prend pas des mesures pour limiter la propagation des espèces envahissantes. Donc, vous voyez ici qu'en Ontario, c'est une espèce qui est déjà là, largement répandue. Au Québec, jusqu'à présent, on avait été assez épargné, mais ça commence à s'implanter. Donc, il faut être vraiment vigilant. Puis, évidemment, c'est encore plus difficile à détecter que des fragments de myriophylle à épis, là. Donc, c'est vraiment un gros défi là, d'empêcher cette espèce-là de se propager. On a un autre cas, la vivipare chinoise ou vivipare asiatique. C'est ni plus ni moins qu'un escargot qui a été introduit, ça le dit, là, par des communautés chinoises aux États-Unis pour les manger. Donc, c'est un peu les escargots à l'ail là, qu'on achète au restaurant, là. C'est un peu le même principe. C'est des gros escargots qui sont intéressants pour la consommation humaine, mais qui ont été libérés dans les écosystèmes en Amérique du Nord et qui, eux autres aussi, commencent à se disséminer dans nos lacs. On a quelques cas répertoriés dans le bassin de la Lièvre où on en a. Donc, pour ne pas les nommer, là, le réservoir Kiamika et le lac des Écorces, pour l'instant, qui sont connus. Mais c'est une espèce qu'on ne surveillait pas tellement jusqu'à récemment. Nous, on l'a signalé au ministère, puis depuis l'année passée ou depuis 2 ans, le ministère l'a ajouté officiellement là, à la liste des espèces exotiques envahissantes qu'on peut signaler. Donc, c'est un escargot qui peut atteindre des grandes tailles. Ici, c'est des petits individus, mais on a aussi là, quand même des gros individus là, qui peuvent être vraiment impressionnants, là, atteindre des très grosses tailles. Puis, en général, quand un lac est atteint, on s'en rend compte assez facilement parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de gros escargots, là. Ça peut être assez impressionnant la prolifération de cette espèce-là. Ces effets comme tels sur les lacs sont pas très connus encore, mais on sait que euh, évidemment, là, ça peut encore là modifier beaucoup les écosystèmes, ça peut brouter les espèces de plantes qui sont présentes, puis aussi manger des œufs de poisson, parce que c'est une espèce qui est quand même omnivore, donc il va se nourrir un peu de tout sur le fond des cours d'eau ou sur les plantes aquatiques. On a le petit cousin là, de la vivipare chinoise, qui est la vivipare géorgienne, celle-là qui nous vient du sud des États-Unis. Assez facile à remarquer parce qu'on a des lignes là, quand même évidentes sur la carapace. Si vous voyez des escargots agglutinés comme ça, souvent on va voir des tas de carapaces vides là, sur le bord des lacs. Ici, c'est au lac La Blanche, en Outaouais, mais il y en a aussi dans le lac Blue Sea, puis à quelques endroits dans la région. Fait que c'est une espèce qui est quand même assez facile à observer en eau peu profonde, avec ces lignes qu'on observe. Il y a aussi l'écrevisse à taches rouges qui, depuis quelques années, est de plus en plus présent, notamment en Outaouais, un peu partout au Québec, et là qui a été découverte aussi dans la Lièvre. Donc, c'est une écrevisse plutôt, qui est reconnaissable, entre autres, là, par la fameuse tache rouge qui est à peu près au milieu du corps. Donc, vous voyez là, que, comme sur le flanc, là, on a une tache rouge qui est bien visible. Puis aussi, on a des taches noires sur le bout des pinces.
Il me semble que ici, si vous voyez là, complètement au bout des pinces, vous voyez qu'il y a une petite tache noire là, complètement au bout, en plus de la tache rouge. Donc ça, c'est un écrevisse qui, évidemment, qui est exotique, qui a été, on pense qu'il a été introduit par les pêcheurs d'Ashiga, entre autres, qui utilisaient des appâts vivants pour capturer des poissons. Donc, il aurait été introduit par les pêcheurs au fil du temps. Et là, il est présent dans au moins, enfin, il a été signalé au Grand Lac du Cerf et dans cette région-là. Donc, on suppose que l'espèce va pouvoir se répandre aussi au fil du temps. Donc, il faut être vigilant. Et lui, c'est une écrevisse qui est très agressive, qui va supplanter presque complètement les espèces indigènes une fois qu'il est introduit dans un lac. On a aussi les moules zébrés et moules quagga qui sont pratiquement similaires, ces deux espèces très apparentées. Les moules zébrés, ce sont évidemment des moules qui viennent encore une fois là, plus de l'Asie et de l'Europe, qui vont proliférer de façon assez spectaculaire une fois que c'est introduit. Si vous allez, par exemple, à Ottawa, faire du patin sur le canal Rideau, là, vous allez voir que quand on baisse le niveau du canal, tout le canal est recouvert de moules zébrés. C'est hallucinant là, la capacité de cette espèce-là à se reproduire. Elle est très présente en Ontario, dans les Grands Lacs et dans beaucoup de lacs. Et elle s'en vient là, surtout dans la région de l'Outaouais. Ce qui nous protège un petit peu de cette espèce-là, dans certains cas, c'est que c'est une espèce qui a besoin de lacs qui sont quand même assez alcalins, donc des lacs qui ne sont pas acides, autrement dit. En général, quand on est un petit peu plus dans le nord avec les pins puis les conifères qu'on a, puis aussi avec le type de sol qu'on a, nos lacs ont tendance à être un petit peu trop acides pour l'implantation de cette espèce-là. Mais il faut quand même être vigilant parce que ce n'est pas nécessairement le cas de tous les lacs. On a des lacs qui sont un petit peu plus alcalins. Donc, elle pourrait s'implanter, cette espèce-là. Puis, une fois que c'est implanté, là, on peut voir que ça va recouvrir complètement le fond. Ça va aussi tuer ou nuire énormément aux espèces indigènes. Puis, on a des espèces de moules au Québec qui sont en péril en plus. Là. Donc, les espèces de moules zébrés vont nuire énormément à ces espèces-là. Une petite dernière, c'est la méduse d'eau douce. C'est de plus en plus répertorié dans notre bassin versant. On a plusieurs lacs qui nous en ont fait la mention. Évidemment, il faut être assez attentif. Là. Vous voyez qu'à peu près au centre, un petit peu en bas à gauche du centre de la photo, il y a un léger cercle qu'on voit. C'est qu'évidemment, c'est transparent, là, une méduse. Puis, en général, elles ne sont pas plus grosses que des 2 $ dans notre région. On a mis du temps avant de savoir si c'est vraiment envahissant ou si c'était naturellement présent au Québec. Mais aujourd'hui, avec la génétique, on a déterminé que ça vient probablement de Chine ou de ces secteurs-là et que, encore une fois, ça a été introduit là, dans les lacs à la faveur d'embarcations qui changeaient de plan d'eau. Je vais changer ici. La définition n'est pas très bonne, mais vous voyez que c'est vraiment une petite méduse qui est très petite, mais en général, quand on en voit des centaines. Les gens qui ont observé ce phénomène-là, d'habitude, ils trouvent ça assez impressionnant là, parce que ils ont l'impression que le lac est plein de petites méduses qui se promènent, qui flottent dans le lac. Fait que ça peut être un phénomène assez impressionnant. Ces méduses-là sont inoffensives pour nous, contrairement aux grosses méduses marines là, qui peuvent piquer. Celles-là sont trop petites là, pour avoir un danger quelconque pour nous, mais quand même, c'est une autre espèce exotique. Ce qui est intéressant avec la méduse, c'est que ça a un cycle de vie assez complexe.
on a comme deux façons d'être une méduse dans la vie, là. Soit on est la méduse qui flotte dans le lac, comme tout le monde connaît, mais il y a aussi un stade de leur vie qui ressemble un peu à une anémone. C'est comme un petit bourgeon qui va se fixer sur les roches ou dans le fond du lac et qui va se reproduire puis qui va générer une méduse. Donc, c'est un cycle de vie à deux formes assez fascinant, là. Si vous voulez avoir plus d'informations, sur le site du Cobali, on a mis une fiche là, sur cette espèce-là pour avoir un petit peu plus d'informations sur le cycle de vie. Mais tout ça pour dire qu'un bon jour, ce qu'on pourrait dire les petites anémones là, qui sont au fond de l'eau vont libérer en grande quantité des méduses qui vont aller dans l'eau flotter. Puis c'est pour ça qu'en général, on en voit beaucoup à la fois et non pas une à la fois. Fait que ça peut être des phénomènes assez impressionnants. Avant de quitter les espèces envahissantes, je vais simplement vous dire que si vous voyez une espèce parmi celles que je viens de présenter, premièrement, aviser le Cobali. C'est toujours super important pour nous de savoir là, où les espèces envahissantes sont situées. Mais aussi, on vous invite à déclarer vos mentions sur le site de Sentinelle du ministère de l'Environnement. Si vous faites Sentinelle, ministère de l'Environnement, vous tombez sur ce site-là. Puis, soit avec votre téléphone ou par Internet, vous pouvez faire des mentions puis envoyer des photos. Puis à ce moment-là, le ministère va confirmer votre mention puis la mettre disponible. Fait que les gens peuvent consulter où sont situées les espèces envahissantes. Donc, si vous envoyez, ben, n'hésitez pas à nous contacter puis à faire la mention sur Sentinelle. On est rendu pour le petit dernier 15 minutes à la partie peut-être que j'ai eu le plus de plaisir à élaborer, mais c'est quelques phénomènes que vous pouvez voir. Qui ne sont pas toujours faciles à voir, qu'on ne voit pas chaque année, mais qui génèrent beaucoup de questions. Puis les gens, quand ils voient ça, souvent sont étonnés, puis ils nous posent des questions. Fait que c'est toujours intéressant de regarder quelques créatures intéressantes. Donc, premièrement, on a les éponges d'eau douce. Peut-être vous êtes familier avec ces espèces-là. Souvent, elles vont être sur les troncs d'arbres. Elles aiment bien les troncs d'arbres qui sont dans l'eau. Puis, ça va faire comme des doigts, souvent des espèces de doigts verts. Ils peuvent être assez longs. Ces organismes-là, c'est vraiment comme les éponges de mer, là, comme Bob l'éponge. C'est la même famille d'animaux parce que c'est bien des animaux. Malgré que ça a l'air d'une plante, là, en réalité, ce sont des petits animaux coloniaux donc, ne font pas de photosynthèse, mais souvent, il va y avoir des algues qui peuvent venir se greffer sur l'éponge ou vivre avec l'éponge qui va donner la couleur verte qu'on voit. Fait que souvent, on a comme deux types. Soit on a les éponges qui vont avoir une couleur un peu verdâtre qu'on va voir dans les lacs, ou des fois aussi, on peut voir des éponges qui sont plus sous les roches, qui celles-là vont avoir tendance à être plutôt grises parce que de toute façon, il n'y a pas de lumière là, en dessous des roches. Donc, il va y avoir comme deux colorations, les vertes ou les plus blanches ou grises là, qui n'ont pas cette coloration verte-là. Vous en avez un autre exemple ici d'une boule d'éponge qui s'est formée sur une branche. C'est quand même assez facile, une fois qu'on le sait, c'est quand même assez facile à voir là, sur un lac, ce genre de petit animal-là. Puis on voit, si vous regardez bien sur la photo, on voit qu'il y a plein de petits trous. C'est vraiment une éponge. Eux autres, ils vont filtrer l'eau du lac là, pour se nourrir. C'est un organisme qui est très primitif puis qui est quand même assez dur. Si vous le prenez dans vos mains, vous allez voir que c'est quand même ferme, là. Même des fois, c'est un petit peu râpeux au toucher, là. C'est vraiment une éponge comme les éponges marines. Plus impressionnant encore, on a la pectinatelle, qui est un type de bryozoaire
Les bryozoaires, c'est des animaux à une cellule, donc des animaux unicellulaires, mais qui vivent ensemble pour former des grosses colonies. C'est un peu à mi-chemin entre les... Tantôt, on parlait des bactéries là, qui vivent tout seuls, c'est une cellule. Puis nous autres, les animaux qui avons des milliards de cellules dans notre corps, ben, eux, c'est des cellules unicellulaires, mais qui vivent ensemble pour former des gros groupes. Puis vous voyez que ça peut atteindre des tailles assez impressionnantes. Puis généralement, quand quelqu'un voit ça sur son lac, il a tendance à appeler le Kobali parce que c'est assez surprenant. Ça peut atteindre à peu près la taille d'un ballon de football. Puis c'est généralement, là, c'est à peu près cette couleur-là, donc gris-brun. D'habitude, c'est accroché sur des branches au bord de l'eau. Puis là, on voit qu'il y en a plusieurs là, que la personne a ramené. Fait que ça a l'air une grosse boule de jello là, qui flotte accrochée sur une branche au bord du lac. Donc, si vous voyez ça, c'est correct. C'est une espèce qui est indigène, qu'on retrouve naturellement dans nos lacs. Puis, ben, en fait, je vous invite à le laisser là, parce que si vous l'enlevez, évidemment, ben, ça risque de tuer l'organisme ou la structure de cellules qui forment la pectinata. Fait que personnellement, j'en ai pas vu des aussi gros là, que la photo qui est ici, mais j'en ai déjà vu quand même des plus petits là, qui sont accrochés sur les branches. C'est quand même intéressant à voir. On fait le saut quand on voit ça. Et ça, c'est complètement sans danger. Là, on peut le manipuler. Si on est en contact avec ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger associé à cette espèce-là. On a aussi dans un peu la même famille des bryozoaires, donc des animaux unicellulaires, on a la cristatelle qui, elle, plutôt que de faire des gros ballons de football, va faire des espèces de petits tuyaux ou des petits tubes qui font quand même des structures assez impressionnantes. Là. Ici, c'est ma collègue Marie-Ève qui a pris cette photo-là. En plongée, on peut voir cet assemblage-là qui est vraiment intéressant à voir. Et encore là, c'est une espèce qui est indigène au Québec, inoffensive, donc il n'y a pas de problème du tout associé à ça. Mais c'est une espèce qui est intéressante et assez impressionnante à voir quand on a la chance de voir ça. Les exuvies d'insectes, je pense que je termine avec ça. On a des gens des fois qui sont un peu alarmés parce qu'ils entrent dans une baie d'un lac et puis là, la baie est couverte d'insectes morts. Donc là, des fois, ça soulève des questions. En général, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas que les insectes sont morts, c'est que les insectes ont fait une métamorphose. Généralement, c'est des éphémères ou parfois plus gros, c'est des libellules. Mais d'habitude, c'est plutôt les éclosions d'éphémères qui génèrent énormément de, en fait, de carapaces vides d'insectes qui vont flotter à la surface de l'eau. Puis des fois, il peut y en avoir des milliers, ça peut être assez impressionnant. Puis d'habitude, c'est des bons moments pour pêcher, entre autres la truite, là, parce que c'est comme un gros party. Là. Quand les éphémères sortent, là, il y a de la bouffe, puis les poissons sont bien actifs. Fait que vous voyez ici, ça, c'en est une éphémère, le stade adulte. Ça le dit éphémère là, parce que l'adulte, en fait, va vivre peut-être une nuit ou deux. Ça vit très peu longtemps. C'est juste le temps de se reproduire. C'est un insecte qui généralement est plutôt aquatique pendant la majorité de sa vie, sauf à la fin pour se reproduire. Vous en avez une ici, une éphémère qui sort là, de l'eau, l'adulte, puis on voit les anciennes carapaces, là, les anciennes exuvies qu'on appelle, donc des éphémères qui ont sorti de leur carapace larvaire, là, un peu comme les papillons. Fait que ça peut produire là, des quantités phénoménales de petites carapaces qui flottent. Ça peut être assez impressionnant, mais c'est
complètement sans danger, puis ce n'est pas un signe d'une mauvaise qualité de l'eau, au contraire. Donc on voit, dans ce cas-ci, c'est une libellule, là, mais on voit bien là, ce qui se passe quand l'insecte sort là, de sa carapace là, pour atteindre son stade adulte. Alors voilà, fait que je vous invite à ouvrir l'œil cet été. Si vous voyez des espèces envahissantes, signalez-les. Dans le cas des cyanobactéries, vous pouvez aussi, aviser votre municipalité si vous en voyez. Si c'est un nouveau lac où il n'y en a jamais eu de signalé, le ministère de l'Environnement peut aussi se déplacer pour prendre des échantillons pour confirmer que c'est vraiment des cyanobactéries. Mais c'est important d'aviser votre municipalité aussi si vous en voyez cet été. Puis pour les espèces envahissantes, n'oubliez pas de contacter le COBALI ou de les signaler sur Sentinelle, là, le site du ministère de l'Environnement. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs ce midi. Puis je serais intéressé aussi de savoir si la formule vous plaît. C'est la première fois qu'on fait quelque chose sur l'heure du dîner. Des fois, ça peut être plus intéressant que en soirée pour les gens. Fait que la parole est à vous pour les minutes qui restent, puis je peux rester là aussi pour répondre aux questions sans problème. Je vous remercie d'avoir été là, puis au plaisir de vous croiser cet été sur votre lac.